6h46, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Ils ont entre 17 et 23 ans. 3 jeunes sont toujours en garde à vue ce matin, suspectés d'avoir voulu commettre un attentat dans une base militaire en France. Leur plan était particulièrement macabre. Ils projetaient apparemment de décapiter un haut gradé, mais les services de renseignement les auraient donc repérés à temps. Bonjour Philippe Ayet. Bonjour. Vous avez été directeur adjoint du renseignement à la DGSE. Merci d'être là en direct ce matin sur Europe 1. On va essayer de comprendre avec vous comment travaillent les services de renseignement aujourd'hui, comment est-ce qu'ils repèrent et ils suivent ce genre de suspect. Premier élément donné hier par Bernard Cazeneuve, le principal suspect est particulièrement actif sur Internet, sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on surveille aujourd'hui ces réseaux-là ? Écoutez, les réseaux sociaux qui sont un instrument de communication qui s'est développé au cours des 10 dernières années est quelque chose qui est veillé par les services de renseignement, comme par d'autres, comme par la presse. La difficulté, c'est que ceux qui ont des intentions en matière terroriste n'utilisent pas simplement, comme vous et moi, les réseaux sociaux, mais utilisent des éléments cryptés, par exemple. Et c'est le cas là, visiblement, des sites cryptés. Et donc, si c'est le cas, si vous le dites, il est important que les services de renseignement disposent des outils qui permettent de connaître ces communications. Et aujourd'hui, on est suffisamment armé et on a ces outils pour gérer ce genre de choses ? C'est une lutte permanente parce que la technologie court, galope, et la cryptologie, pour être précis, a été libéralisée. Donc quiconque peut acheter, en France ou à l'étranger, un dispositif crypté. Et donc il s'agit en permanence d'essayer de vérifier que ces dispositifs ne sont pas à l'abri des services d'État. Mais ça veut dire qu'on essaie de repérer, comment ça se passe, des mots-clés dans les échanges qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux ? Si vous vous souvenez du débat du mois dernier sur la loi sur le renseignement, c'est la fameuse question des boîtes noires et des algorithmes. Oui. Il y a des dispositifs automatiques, en effet, les mots-clés sont une des modalités, il y en a d'autres, très certainement, qui permet d'industrialiser cette veille. C'est une veille qu'on ne peut plus faire de manière classique, humaine, si je puis dire, et donc il y a des appareils qui permettent d'aider les services de renseignement. D'après les informations dont on dispose ce matin, la surveillance du premier suspect dans cette affaire a démarré du fait d'un renseignement étranger. On n'a pas plus d'informations là-dessus pour l'instant. Un renseignement étranger, c'est souvent le cas ? Bien sûr, ce que le 11 septembre nous a apporté, c'est une explosion de la coopération internationale entre les services. On n'imagine pas assez à quel point cette industrie du renseignement s'est mondialisée avec des relations. Un service français a plus de 200 relations avec des services étrangers. Et donc, à la fois, cette coopération est vitale et en même temps, il faut exister par ses propres moyens. On échange du renseignement que parce qu'on est capable d'en produire soi-même. Le suspect, le premier suspect qui est âgé de 17 ans, les services de renseignement ont découvert aussi qu'il était en lien avec un autre jeune parti en Syrie. Ce suspect était interrogé. Il a fait l'objet d'un entretien administratif. Ça veut dire quoi, un entretien administratif ? Je crois comprendre que ça veut dire que ce garçon a été convoqué par les services du ministère de l'Intérieur, la police, je ne sais quel service précisément, pour clarifier ses intentions, puisqu'il avait exprimé, semble-t-il, le désir d'aller faire le djihad en Syrie. Et ensuite, généralement, on continue à surveiller ce genre d'individu-là ? On ne le lâche pas comme ça dans la nature ? C'est le propre, effectivement, d'individus qui se sont signalés. C'est ce qu'on appelle la police administrative, sur le territoire national, bien entendu. C'est plus facile sur notre territoire qu'à l'étranger. Quand on a émis un certain nombre d'opinions, quand on a fait preuve d'un certain nombre d'intentions de cette nature, ces individus font l'objet d'une surveillance. On sait cependant que les services du ministère de l'Intérieur ne sont pas en nombre suffisant pour assurer une surveillance permanente de tous ces individus. Il faudrait surveiller combien de personnes aujourd'hui en France ? Je n'en sais rien, on parle de plusieurs milliers. Plusieurs milliers, c'est impossible. C'est compliqué, il ne s'agit pas non plus d'installer une hyper-surveillance, et donc il y a là une prise de risque, il y a un discernement de la part des services du ministère de l'Intérieur, de savoir quels sont les individus les plus dangereux qui méritent cette surveillance permanente, et à partir de quel stade on saisit le juge pénal, puisque la surveillance n'est pas une fin en soi, il s'agit ensuite, une fois que les réseaux ont été mis en évidence, se sont développés, d'en tirer des conséquences sur le plan pénal, puisque l'intention de commettre un attentat est un crime en France. Alors je continue à tirer le fil de cette affaire. En surveillant le premier suspect, on a été amené sur d'autres suspects. Il y avait notamment un ancien militaire qui avait été réformé. C'est le genre de profil, les anciens militaires ou les militaires qui intéressent tout particulièrement les services de renseignement ? Écoutez, je pense qu'ils intéressent les services de renseignement pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est nos forces qui sont en opération à l'étranger, les installations militaires qui symbolisent particulièrement bien l'État comme symbole républicain, font l'objet de tentatives de pénétration ou d'agression. Il y a d'ailleurs un service de renseignement dont on ne parle pas beaucoup, un des 6 services français qui s'appelle la DPSD, Direction de la protection et de la sécurité de défense, qui a pour mission principale de protéger les installations et les personnels militaires. Maintenant, si vous voulez, c'est comme les clubs de chasse, hein, le maniement des armes, ça prend à l'armée, ça prend aussi ailleurs. Il est évident
évident que si on souhaite passer à l'action, c'est peut-être une école. Donc les militaires français sont particulièrement surveillés. Les militaires français font l'objet d'une protection, à la fois parce que leurs installations sur le territoire national sont des objectifs, pour parler clair, et parce que nos forces sont déployées à l'étranger, particulièrement vulnérables. Il y a une chose qui interpelle dans cette affaire, c'est l'âge des 3 jeunes qui sont toujours en garde à vue, 17, 19, 23 ans. Il y en avait même un 4e qui est âgé de 16 ans qui a été relâché. Ça vous surprend, ce jeune âge ? Non, il n'est pas nécessaire d'être majeur pour être un terroriste. Et donc, on peut y voir là, moins un projet longuement mûri qui nécessite un apprentissage opérationnel qu'une imprégnation liée justement aux réseaux sociaux. Je crois que ce qui frappe, sans faire de philosophie à l'heure qu'il est, c'est l'importance de ce que René Girard appelait la violence mimétique, le désir d'imitation d'une violence. On parle d'un projet de décapitation, on en voit bien l'inspiration. On a senti hier comme un léger moment de flottement quand François Hollande a commencé à dire qu'un attentat avait été déjoué cette semaine, sans en dire plus. Ensuite, c'est le ministre de l'Intérieur qui a dû donner plus d'informations. C'est le genre d'annonce qui gêne les enquêteurs quand on parle comme ça, quand le président dit voilà, il y a un attentat qui a été déjoué. Il ne faut pas parler trop tôt, mais je crois que la communication en matière de terrorisme, de projets terroristes, d'actes terroristes, avant ou après, il vaut mieux que ça se passe avant qu'après, est quelque chose d'extrêmement difficile en démocratie, parce qu'il s'agit de rendre compte aux citoyens de la réalité des menaces qui les frappent. Nous vivons dans un monde dangereux, ce monde est globalisé, le terrorisme fait partie des phénomènes de ce qu'on appelle parfois la face noire de la globalisation, et en même temps, il ne s'agit pas d'inquiéter, de faire le jeu des terroristes en alarmant encore plus les populations, puisque l'objet premier des terroristes, c'est la sidération des opinions. Il s'agit de les frapper. Et en participant, en communiquant comme ça, vous pensez que le président pollue un peu ce genre d'événement ? Je ne pourrais pas le dire, mais je crois qu'il faut une communication très sobre et très équilibrée. Sinon, on cède à la surenchère, on tente, c'est très intéressant de pouvoir mobiliser quelques minutes de la parole du président de la République. Merci beaucoup. Merci Philippe Hayet. Je rappelle que vous êtes ancien directeur adjoint du renseignement à la DGSE et je donne le titre de votre livre « Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie » aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.